Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité. Voici le sommaire. Compte rendu des enquêtes journalistiques faites par le directeur adjoint de publication de l'hebdomadaire La Croix du Bénin sur le développement de l'énergie électrique. Eh bien, vous suivrez dans ce journal les précisions. En République démocratique du Congo, nous essayerons de comprendre le calvaire des populations du nord de Kivu. Et puis, hors du continent africain, la France a célébré ce jour l'anniversaire de sa fête nationale dont l'histoire remonte à la prise de la Bastille en 1789. Voilà pour le menu. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le registre Société. Certaines habitations situées dans le quartier Fidéon 2 dans le 12e arrondissement de Cotonou ont été détruites sur ordre du préfet du littoral. Cette opération vise à favoriser le pavage de la voie de 300 mètres allant de Fidéon 2 à Kokbato dans le 12e arrondissement. Ce déguerpissement a créé une tension vive entre les forces du commissariat central de Cotonou et les citoyens. Suivez à présent les réactions de quelques sinistrés. Là où nous sommes ici, c'est ici que les policiers m'ont frappé. Plus de 30 policiers qui se sont jetés sur moi. Avec ma femme, on nous a frappé correctement, fait sortir les enfants, les taper, les blesser, jusqu'à d'autres sont partis et restés à l'hôpital. Et on a fait des sérums, tout et tout. Et ils ont pris les 1 million que j'ai dans ma poche au moment où j'avais quitté à la banque directement pour venir ici, en complicité avec le préfet et Aïvodji. On ne nous a pas exhibé aucun papier, pas de préavis, ni rien. Ils sont venus seulement commencer par casser. On ne s'est pas levé pour aller construire sur la voie. C'est la mairie qui nous a montré nos 4 bornes et on a travaillé sur les bornes. Ils ont dit qu'ils veulent faire une voie de 15. Bon, ils ont commencé par faire des trous pour faire passer les caniveaux. On était là, subitement, ils ont dit qu'il y a gradé, il y a gradé. Il y a gradé où? Ils ont commencé par casser les choses, par casser la boutique. Tout ce qui est dans la boutique, on n'a même pas eu le temps de récupérer ce qu'on a dans la boutique. Et ils ont dit que c'est la mairie, et il y avait plein de policiers là, on ne pouvait même pas parler. J'ai dit, est-ce que vous avez un ordre pour casser? Ils ont dit que voilà, qu'il y a un papier maintenant, qu'on ne pouvait pas nous avertir. Mais on est dans quel pays? Ils ont dit rupture, on a voté pour la rupture. Maintenant, changement là, c'est ça qu'on a dû casser les gens sans nous avertir alors qu'on a tous les papiers. Il y a papier de recasement, tout est là. Et on est dans un pays de droit. Je demande aux autorités, au président Talon, de venir à notre secours. Je n'ai plus rien. Rien, finalement, je n'ai plus rien. Finalement, je veux que la justice soit faite. On a tout perdu. Tout. Regardez, tout. On a tout perdu. Voilà, vous suivrez dans notre édition de 20h la position des autorités concernées. Cette édition se poursuit, délestage, baisse de tension. Les problèmes de l'énergie électrique ne manquaient pas au Bénin jusqu'il y a peu. Une situation qui a suscité une investigation chez le père Herman Juste Nadoou, directeur de publication adjoint de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Il a présenté les résultats de son étude journalistique adossée au projet Média pour le développement ce mercredi à Cotonou. C'est un compte rendu signé de Morille Arnaud Agua et Damien Pédo. L'énergie électrique au Bénin, c'est le 7e dossier d'enquête révélé au grand public par le projet Média pour le développement porté par le journal La Croix, appuyé par Osiwa. Le conférencier a démarré son exposé par quelques questions liées à la société fournitrice d'énergie électrique. La SBE fournit-elle la qualité de service qui la met à l'abri des critiques permanentes des consommateurs d'énergie? La SBE gère-t-elle le patrimoine énergétique de la nation avec un souci de bonne gouvernance et de rentabilité? Si cette énergie est tant sollicitée, pourquoi ne pas varier les sources d'énergie disponibles? Ce sont là quelques préoccupations qui ont guidé le père Nadoou Awanou dans les investigations déclinées en 5 articles avec 3 encadrés. Les factures trop salées électrocutent les clients. Le système de branchement frauduleux. La SBE prisonnière des fournisseurs extérieurs. L'intrépide engagement de Boniaï, les éléphants blancs et les 3 encadrés qui portent les titres suivants. Premier encadré, trop de tasses sur les factures, s'est exclamé un président de la Ligue des consommateurs. Un autre encadré qui restitue la procédure d'établissement des factures selon la SBE. Et un dernier qui trace l'historique de l'électrification du Bénin à travers des dates clés.
Si les populations se plaignent au quotidien des factures que certains qualifient d'électrifiantes, cette enquête révèle la machination de certains clients de connivence avec les agents de la SB2E. Là, deux catégories de personnes sont mises en cause. Quelques techniciens de la SBE et de simples électriciens. Les premiers, c'est-à-dire les techniciens de la SBE, quand on les sollicite, ils installent un système de branchement frauduleux grâce auquel les factures du demandeur sont fortement minorées. Ses voisins de quartier payant sans le savoir à sa place ce qu'il doit à l'entreprise. À la fin de chaque mois, le technicien de la SBE passerait voir son protégé pour toucher des commissions. Des fois, témoignent d'autres personnes, ce sont de simples électriciens sollicités par les ménages qui tirent l'énergie électrique des installations de la SBE à l'insu de celle-ci. Quelques défis se dégagent de ces résultats d'investigation. C'est de vérifier l'état des systèmes de branchement des usagers de la SBE et payer les dettes de la société vis-à-vis des fournisseurs, en corrigeant les dysfonctionnements observés dans la chaîne d'approvisionnement du combustible au niveau de la SBE, de la CEB et du groupe MRI, qui a à charge la location des groupes à Cotonou et à Parakou, en menant sans délai des actions concertées pour améliorer et rendre plus efficace le processus de prise de décision opérationnelle. En raison des difficultés liées au Bénin à la fourniture de l'énergie électrique, ne serait-il pas judicieux pour l'État de varier les sources d'énergie? Il va falloir que le gouvernement du nouveau départ se penche véritablement sur cette question. Au chapitre culture et médias à la fois, lancé ce mercredi au Centre culturel artistique Africa de Cotonou, l'atelier de formation des critiques des arts de la scène prend fin ce vendredi. Cet atelier, prévu pour durer 2 jours, regroupe plusieurs acteurs du monde culturel béninois. Le reportage est signé de Fréjus Seoulan et Damien Pedro. Œuvrer à la spécialisation des journalistes culturels du Bénin et renforcer leurs capacités en matière de critique de théâtre, ce sont les objectifs de cet atelier de formation des critiques des arts de la scène. Cette formation, organisée par l'Association des journalistes culturels du Bénin, avec l'appui du Fonds d'aide à la culture, a rassemblé plusieurs acteurs culturels du Bénin, mais aussi du Togo, du Burkina Faso, du Niger et du Cameroun. Pour Fortuné Sosa, président de l'Association des journalistes culturels du Bénin, cette formation fait suite à certains constats. Nous avons noté que, jusqu'à présent, la critique journalistique se complaît dans une fonction incitative et dissuasive qui consiste à signaler quel spectacle devrait-on aller voir ou pas. Ainsi, le journaliste culturel a tendance à verser dans la flatterie au lieu de juger de la pertinence d'une représentation théâtrale. Or, le critique de théâtre devrait être un observateur attentif qui est au courant de ce qui se joue et se produit. Ce sont là diverses raisons qui nous ont motivés dans le choix de ce module de formation au cours duquel les experts auront à revisiter avec les participants le fonctionnement du langage du théâtre, les astuces pour suivre un spectacle de théâtre afin d'en produire une critique de qualité. À cet effet, la formation entend être très andragogique, avec la maïeutique socratique au cœur de la technique pédagogique. C'est devant Rose Dagba, représentante du Fonds d'aide à la culture, que Ousmane Aledji, expert en théâtre et directeur du Centre culturel artistique Africa, a plaidé la cause des journalistes culturels qui, selon lui, devraient bénéficier d'une subvention de la part de cette institution. Il en donne ici les raisons. Puisque le journaliste culturel, c'est le premier qui fait exister la création qui reste au fond du tiroir n'existe pas. Et la création, quand vous la montrez en tant que telle, elle prend corps, elle continue sa vie dans le regard des autres. Et celui qui propage le regard des autres doit normalement être bien imprégné de cela. Donc, non seulement c'est un acteur culturel, c'est aussi un diffuseur de culture. Donc il n'y a pas meilleur acteur culturel qu'un journaliste culturel. Pour Franck Poitiemin, président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, la spécialisation des journalistes est devenue un impératif et les journalistes culturels ont un rôle important à jouer dans la société. Nous devons pouvoir aller un peu plus loin, amener le public à renouer avec le goût du théâtre. C'est très important. Cette formation sur les critiques des arts de la scène qui se déroule au Centre culturel
Artistic Africa prendra fin le vendredi 15 juillet 2016. L'actualité sur le continent africain maintenant, le pont de la Rwandi, nous sommes en République démocratique du Congo, est-il vraiment coupé à Kiwanja, voilà j'y arrive, on aurait tendance à penser que non. Mais quoi qu'il arrive, les voyageurs subissent les conséquences. La journée à peine abordée sous un soleil ardent, une trentaine de camions-bennes chargés de marchandises et de passagers attendent juste après les barrières de péage de Kiwanja dans la province congolaise du nord de Kivu. Auparavant, il n'y avait pas le système de convoyer les véhicules. Le système de convoyer les véhicules est venu par le fait que le kidnapping gênait les passagers. Raison pour laquelle le gouvernement a instauré le système de convoyer chaque fois les véhicules. Raison pour laquelle vous nous voyez traîner ici. En Europe maintenant, toujours en images plus précisément en France, placé sous haute surveillance en raison de la menace terroriste, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est déroulé sur les Champs-Élysées en présence du chef de l'État français François Hollande, dont c'est le dernier 14 juillet avant les présidentielles de 2017. Avant de rallier les Champs-Élysées, François Hollande a d'abord procédé à une revue des troupes à l'Arc de Triomphe en compagnie du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Sont présents dans la tribune officielle le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et bien d'autres membres du gouvernement Valls. Le Premier ministre néo-zélandais John Kerry et le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères John Kerry sont également présents dans la tribune d'honneur. Ce sont 3200 soldats, 55 avions, 30 hélicoptères et 212 véhicules qui ont rendu hommage cette année à toutes les formes d'engagement, que ce soit dans l'armée, les forces de sécurité intérieure, le service civique ou la réserve. Nous poursuivons maintenant, cette fois-ci nous nous rendons en Grande-Bretagne où Theresa May a été officiellement investie comme Premier ministre britannique ce mercredi. C'est la reine Elisabeth II qui a procédé à la cérémonie d'investiture. Theresa May doit former le nouveau gouvernement qui aura la lourde charge de mettre en œuvre le Brexit. Elle s'est engagée mercredi dès son premier discours de chef de gouvernement à prôner bien évidemment l'union du Royaume-Uni et à travailler pour un pays qui fonctionne pour tout le monde. Le 14 juillet 2015, eh bien, des milliers d'Iraniens descendaient dans les rues à Téhéran pour saluer l'accord nucléaire entre leur pays et les grandes puissances mondiales. Mais un an après, l'enthousiasme a fait place au doute. Reportage. 4 juillet 2015, des milliers d'Iraniens en liesse descendent dans les rues de Téhéran. Leur pays et les grandes puissances viennent de conclure un accord nucléaire après 2 ans d'âpres négociations. L'accord a permis la levée d'une partie des sanctions contre l'Iran en échange de son engagement à renoncer à l'arme nucléaire. Mais 1 an plus tard, les résultats tardent à se faire sentir pour relancer une économie en pleine stagnation. À mon avis, l'accord nucléaire n'a eu aucun impact économique ou social. Nous n'en sentons pas les effets sur nos vies. Une partie de l'argent gelé a été rendue, mais pour nous les jeunes, rien n'a vraiment changé. Nous n'avons rien senti. Dans le Grand Bazar, principal centre du commerce à Téhéran, même des illusions. Le président Rouhani, un modéré élu en 2013, estime que la fin des sanctions permettra d'attirer entre 30 et 50 milliards de dollars d'investissement par an. Mais les commerçants ont vu peu de changements et les avis sur l'avenir sont mitigés. L'Iran a une économie locale et peu de liens à l'international. Avant ou après l'accord, nous n'avons pas vu beaucoup de changements. Ils disent que ça ira mieux dans l'avenir. En tout cas, pour ce qui est du moral, il y a plus d'espoir. Pour cet expert, l'heure est avant tout à la patience. La levée des sanctions a provoqué un défilé de délégations étrangères à Téhéran, attirées par le potentiel d'un pays riche en pétrole et en gaz. L'exportation de pétrole aujourd'hui a augmenté de plus de 100% par rapport à l'année dernière. Grâce à ça, nous allons avoir au moins 4 ou 5% de croissance économique cette année. Nous serons en mesure de faire plus encore, mais nous avons besoin de plus de temps. Une partie des sanctions américaines et européennes contre le programme balistique reste néanmoins en place.
La situation des droits de l'homme et le soutien de l'Iran à des groupes comme le Hezbollah libanais refroidissent eux aussi les investisseurs. Si certains accords de principe ont été notamment passés avec Boeing et Airbus, le feu vert des autorités américaines, impératif pour qu'ils se concrétisent, tarde à venir. Une mosaïque représentant un ange dissimulé derrière un mur en plâtre a été découverte dans l'église de la Nativité à Bethléem. Cette mosaïque est cachée depuis des décennies dans l'église construite sur le site où Jésus est né, selon la tradition chrétienne. Elle a été repérée lors de récents travaux de restructuration par une équipe italienne avec l'accord du gouvernement palestinien. Reportage. Peu à peu, ces anciennes colonnes retrouvent leur éclat d'antan. Une équipe italienne de restaurateurs d'art s'attelle depuis 2013 à rénover l'église de la Nativité à Bethléem, construite selon la tradition chrétienne sur le site de la naissance de Jésus. Un effort colossal qui a déjà réservé quelques surprises, comme cette mosaïque représentant un ange caché depuis des décennies. Au début du travail de restauration, quand nous avons sondé le mur avec une caméra thermique, pour vérifier qu'il n'y avait rien derrière, nous avons décelé quelque chose d'inhabituel. On a cherché à savoir ce qu'il se trouvait derrière cette large tache. Il s'agissait d'un ange en mosaïque datant de 1555, recouvert de plâtre. C'est le 7e ange à présent dans l'église. Leurs mains sont tendues en direction de la caverne où Jésus serait né. L'église, construite en 339 après Jésus-Christ, a été détruite par un incendie, puis reconstruite au VIe siècle. C'est un travail très important dans la vie d'un restaurateur. Nous sommes au cœur de la civilisation, disons christiano-européenne. Ainsi, des points de vue historiques, artistiques, professionnels et spirituels, c'est le centre du monde. C'est le monde tout entier. Face aux persécutions subies par les minorités, notamment chrétiennes au Proche-Orient, cette église reste un monument fondamental. Certaines années, le nombre de visiteurs dépasse ici les 2 millions. À un niveau personnel, ça a été une expérience très enrichissante. Vivre sur un chantier 24 heures sur 24, parmi des touristes et des prêtres de religions différentes, c'est exigeant, tant au niveau psychologique que professionnel, mais c'est gratifiant. La poursuite des travaux est menacée par le manque de financement. Le projet nécessite une rallonge de 7,5 millions d'euros qui doivent s'ajouter aux 10 millions déjà donnés par des gouvernements et des particuliers. Si des fonds supplémentaires parviennent à être levés, les travaux de rénovation devraient s'achever en 2018. Eh bien, c'est tout pour ce 13h. Merci d'avoir suivi sur Eden TV. À demain.